Dans ce récit sur la légitimité des lys, nous allons vous parler des usurpateurs. Bon nombre d'hommes ont prétendu être Louis XVII. Le plus célèbre étant Karl Wilhelm Naundorff, qui en était convaincu jusqu'à sa mort. Encore aujourd'hui, les descendants de Naundorff continuent de se prendre pour des Bourbons qui d'ailleurs ont le titre aux Pays-Bas, mais non reconnus en France. Philippe Delorme a accompli un travail de recherche formidable qui démontre que le jeune roi a bien succombé le 8 juin 1795 à la prison du Temple. Mais aussi des traîtres comme Philippe Égalité, le propre cousin du roi, qui a voté en faveur de la mort de celui-ci afin d'usurper son trône et de s'y installer confortablement. Il sera guillotiné le 6 novembre 1793. Après les massacres des Vendéens et les avoir dépecés, Philippe Égalité, duc d'Orléans, fut une des personnes qui a porté des vêtements faits avec la peau humaine des Vendéens. Bonsoir à tous, bienvenue dans Histoire de France. Ce soir, la légitimité des lys et du duc d'Anjou, 4e partie. Les faussaires de la légitimité. Dieu nous ferme les yeux quand il veut nous châtier. Tertullien. L'artifice se dément toujours et ne produit pas longtemps les mêmes effets que la vérité. Louis XIV. Le plus grave des dérèglements de l'esprit, c'est de croire les choses parce qu'on veut qu'elles soient, et non pas parce qu'on a vu qu'elles sont en effet. Jacques Béline-Bossuet. Si les imbéciles veulent encore du gland, laissez-les en manger, mais trouvez-vous bon qu'on leur présente du pain? Voltaire. L'intérêt que j'ai à croire une chose n'est pas une preuve de l'existence de cette chose. Voltaire encore. Ainsi devant Prince des Gaules, mais qui n'est qu'un franc polisson, fait rayer de son écusson ce qui lui manque à l'épaule, les actes des apôtres. Dit au fils d'égalité d'aller se faire foutre, général Charette, à l'envoyé du général Dumouriez. Orléans est le vase dans lequel on a jeté toutes les ordures de la Révolution. Maurice de Talleyrand-Périgord. Les fausses opinions ressemblent à la fausse monnaie qui est frappée d'abord par de grands coupables et dépensée ensuite par d'honnêtes gens qui perpétuent le crime sans savoir ce qu'ils font. Joseph de Maistre. L'on peut distinguer 3 types d'usurpateurs du pouvoir. L'usurpateur qui, refusant les lois fondamentales, larronne, celui-ci au nom d'une prétendue légitimité populaire, et qui ainsi ne s'arroge pas le titre du roi des lys. L'usurpateur qui accepte les lois fondamentales, mais qui soutient qu'elles l'obligent, lui seul, à l'onction de Reims. L'usurpateur qui, des lèvres respectueux du mécanisme de dévolution au trône le truc, et qui, roi trouvé, se proteste vrai roi. Les Républiques, les Bonaparte, Louis-Philippe, lequel s'intitula roi des Français et pas roi de France, sont du premier type. Leur histoire a peu de rapport avec le sujet que nous développons et nous n'en traiterons point. À l'inverse, nous examinons brièvement les usurpateurs du 2e type et attentivement les usurpateurs du 3e. Tous usurpateurs demeurés et demeurant virtuels, merci à Dieu. Les candidats à l'usurpation du sept des lys jusqu'en 1883. La monarchie florissante, les droits au trône du prince régnant ne fournirent qu'exceptionnellement chapitre à contestation. Les lois fondamentales transmettaient sans heurts le pouvoir du successeur nécessaire du roi mort, successeur connu du plus quelconque des manouvriers. Il n'y eut du XIVe et du XVIIIe siècle que 3 infimes tracés d'usurpation de la couronne, volontairement omises, les tentatives des Plantagenets, des York et des Lancastre, des cardinaux de Bourbon et de l'infante Isabelle, l'oncle et le neveu Pantin des Guises, la princesse Jouet de son père Philippe II d'Espagne. Sous Jean II, un aventurier italien, Giannino Battoni, clama qu'il était Jean Ier, le fils trépassé de Louis X. Revendiqua le trône du Valois. Le drôle avait de l'assurance. Il enmitonna l'illuminé Nicolas de Rienzo et le farouche ennemi du pape, qu'un opéra de Wagner tirera d'un juste oubli. Mit à son plaisir une troupe d'écorcheurs.
Giannino et ses brigands brûlèrent bourgs et hameaux de Romagne, tuèrent moult Romagnols. Les hideuses expéditions ne vont pas s'éterniser. La Camarde faucha leur être dans une chétive échauffourée. Les maigres brigues d'un obscur Laramée, les anodins ouvraris du prince polonais Riedroy, nés pour rire, l'un de Charles IX, l'autre d'Henri III, ne furent qu'occasion de brocards et de gausses. Le réel temps des usurpateurs d'attention sera la queue du XVIIIe siècle et le XIXe. L'évasion de Louis XVII du Temple, plausible, mais nullement prouvée. Suggiront 43 pseudo anciens dauphins, dont un mulâtre. Nous n'en verrons qu'un échantillonnage, 3 fripouilles de feuilletons, Mathurin Bruno, Jean-Marie Hervagot, Charles Perrin, un trompeur trompé, Augustin Méveste et l'incontournable Karl William Nondorf, modèle du parfait mythomane escroc. Mathurin Bruno. Au mois d'octobre 1795, un groussin d'une dizaine d'années sonne à la grille du château de la comtesse Turpin de Crissey. Il prétendra être Louis XVII, officiellement mort au Temple le 8 juin. Et la dame crédule royaliste l'entendra des mois. Hélas, le Louis XVII de la comtesse se nomme Mathurin Bruno. Les auteurs de ces jours sont Angevin et Sabotier. La fumisterie découverte, les gendarmes ramèneront Mathurin au foyer paternel. Clio n'en avait point fini avec le schnappant. Compagnon du devoir en 1803, Bruno est fantassin à bord du navire Cybèle en 1805. Il dépose l'uniforme, gagne les États-Unis, y branle le carillon. De retour d'Amérique, Mathurin réitère la comédie de 1795. Il apprivoise le consul des US à Saint-Sevran, obtient du Globe Lune un passeport au nom de Charles de Navarre, la voix effrayée à ses coquineries. Bruno assurera que Charles de Navarre et Louis XVII, roi de France et de Navarre, ne font qu'un, des bonnets le croiront. Bègue, analphabète, vagabond, Mathurin Bruno sera condamné à 5 ans de prison et à 2 ans de travaux forcés. Il mourra incarcéré au Mont-Saint-Michel en 1821. Jean-Marie Hervagot. Né à Saint-Lô d'un tir-aiguille et d'une demoiselle de la bourgeoisie, Jean-Marie Hervagot est, comme Mathurin Bruno, un enfant fugueur. De 1796 à 1801, il erre, 10 ans rentré d'émigration, affirmant s'appeler tantôt Longueville, tantôt Montmorency, Jean-Marie à Tendry et à Alençon, hameau à Châtillon, des dizaines et des dizaines de jobards qui le nourriront, l'habilleront, le logeront, le secourront pécuniairement. C'est à Châlons qu'Hervagot, ayant lu Le cimetière de la Madeleine, un mélodrame de Regnault-Varin, où Louis XVII s'évade de la tour du Temple, il s'identifiera au petit roi d'ombre. Il paiera cher la turlupinade. Courroucé qu'un cercle d'aristocrates champenois cautionne celle-ci, et des tohu-bohu qui s'ensuivent, Fouché ordonne d'enfermer Jean-Marie. Enculé 4 ans, Hervagot s'obstinera, peine purgée, dans son vaudeville. Ses dupes augmentent un évêque, Monseigneur de Sabran, le bénit, et appréhendé de nouveau, il intègre le bataillon disciplinaire qu'embarque le Cybèle. Le rideau va tomber sur la farce, la campagne de 1809 close, Hervagot met son congé sous un soulier, la maréchaussée le ragrippera, et il s'éteindra le 8 mai 1812 à la maison d'arrêt de Bicêtre. Claude Perrin. Natif de Lagneux, une bourgade de l'Ain, Claude Perrin utilise les pseudonymes de Legros, d'Auguste Pictet, de Bénard, de Saint-Julien, de Lemaître, d'Henri de Transtamare, le prince de Gustave, et spécialement de celui de baron de Richemont. Lecteur, à l'exemple d'Hervagot, du cimetière de la Madeleine, il polira son Louis XVII mieux que le Normand n'avait poli le sien. Perrin-Richemont n'exhibe point la preuve de sa filiation, car il l'avait confié au vertueux Faldès, qu'ont aussi, afin de l'en dépouiller, les argoussins de Louis XVIII. Rocambole n'est plus loin. Trivial d'aspect et de parole, banqueroutier, frère de Jolle, de Silvio Pellico en 1821 à Milan, expie de Louis-Philippe, employé de la maison de ville de Toulon, l'utopique baron séduit. Monsieur Taron, ancien précepteur du duc de Bordeaux, l'avocat Piston, avalise sa chansonnette.
Ces messieurs n'empêcheront point qu'il ne soit jugé en 1833 coupable de complot contre le roi et la sûreté de l'État et interné à Sainte-Pélagie. Échappé des fers, Perrin-Richemont expira chez Madame d'Apchier, l'une des victimes de ces roueries, en 1853. Augustin Mévès. Fils d'adoption des époux Mévès, Augustin Mévès est de bonne foi un Louis XVII de mascarade. Le Béjaune a candidement cru sa mère de lait quand elle lui a glissé à l'oreille qu'il était le petit orphelin du Temple. Ensuite œuvra la folle du logis. Jusqu'au 9 mai 1859, date de son décès à Londres, Mévès maintiendra la bourde. Quoiqu'il ait les yeux bruns et que Louis XVII les ait eus bleus, malgré l'invraisemblance d'une évasion qui serait survenue au mois d'octobre 1793, sa similitude de traits avec le comte d'Artois peut donner à imaginer qu'Augustin Mévès était un enfant naturel du beau Galaor. C'est un surnom de jeunesse du futur Charles X, Galaor. Hein. Enfin, voici Karl Wilhelm Nondorf. Assis au banc des accusés du tribunal de Brandebourg, Karl Wilhelm Nondorf, prussien de Spandau et horloger convaincu de faux monnayage, s'exclame espérant éveiller un indulgent intérêt. Qu'il est Karl Bourbon, qu'il est Louis XVII. La faribole inefficace, la cour infligera aux vauriens 3 ans de carcello, d'ureau et le châtiment du fouet. Élargi, le rabibocheur de Pendule raccorde de plus belle la sottise de Brandebourg. Assure qu'un fonctionnaire berlinois, le Polizei président Lecoq, garde dans un dossier rouge, dossier à jamais perdu évidemment. La preuve de l'auguste essence qu'il invoque. Son vacarme aura l'effet escompté. Un notable de Cahors, M. Albouis, prête crédit à ses délires. La parraine le nondorfisme est entrée dans la petite histoire. En France, Nondorf, alluré d'une faconde étourdissante, encore qu'alourdi de germanisme grossier, berde une foule de songes creux et publie un cocasse abrégé de l'histoire des infortunes du dauphin, énième version du cimetière de Regnault-Varin. Point d'orgue de sa machination, le 13 juin 1836, l'Escobar assigne la duchesse d'Angoulême et le comte d'Artois devant le tribunal de la Seine pour qu'il fût contradictoirement avec eux déclaré être le fils du roi Louis XVI et de la reine Marie-Antoinette. Le procès ne s'ouvrira pas. Louis-Philippe expulse Nondorf vers la Grande-Bretagne. Karl William fonde à Londres une église à Trapsou, la doctrine céleste, et tâte des cachots de Victoria Ier. Mortifié de la rigueur des lois anglaises, il s'installera en Hollande, aux Pays-Bas. Le Louis XVII chesmologue mime les princes de Walter Scott, invente une bombe. Nondorf trépassa le 15 août 1845 à Delphes, frénétique. Exclusivement les vagues souvenirs qu'il eut de minuscules anecdotes du Versailles de Louis XVI, le probe d'une grappe de ses amis. La mansuétude qu'affecta Guillaume II d'Orange-Nassau à son égard, mansuétude destinée à contrarier Louis-Philippe plus qu'à le croire. L'intervention du roi citoyen en 1836 cautionnèrent les billversés de l'horloger de Brandebourg, qui se nommait apparemment Karl Weg, auprès de quelques gens de bien. Toutefois, un nondorfisme de nécropole survivra. Les arrière-petits-fils de Karl William somment périodiquement les tribunaux de les admettre aînés des Bourbons. Des historiens raniment occasionnellement les balançoires du prophète de la doctrine céleste. L'un d'eux a même en 1986 évoqué dans un ouvrage fleuve une famille des Açores soi-disant issue des effusions nuptiales de Nondorf et d'une señora de Vasconcelos. Elle aurait pour nom Capetto. Ces nondorfistes de sang ou d'obsession navrent, s'amusent, indifférents selon l'humeur. Le prince François-Henri de Bourbon, les ducs d'Orléans. Abominable, haïssable usurpation du pouvoir l'est doublement lorsque son auteur tient à la maison capétienne et qu'arguant des lois fondamentales, il en viole les clauses intangibles. La franche usurpation est scélérate. L'hypocrite usurpation du trône d'hélice, usurpation potentielle ou formelle, falsificatrice du droit, voleuse impudente et sacrilège. Celle-ci ne va point à la messe, celle-là va démoniaque à la messe à rebours, et fait chanter la rose et fait aboyer le coq.
Le prince François-Henri de Bourbon naît à Toulouse, 1 rue Caffarelli, le 29 mars 1853. Ses parents sont donc le duc et la duchesse de Séville, le prince Henri de Bourbon. Le deuxième fils du prince François de Paule, frère puiné de Ferdinand VII, et Hélène de Castelvi, la fille du comte de Castella et de Villanova de Torre. Henri de Bourbon, cousin germain et beau-frère d'Isabelle II, avait en 1870 diffusé un manifeste aux Montpensiéristes, où il récusait les prétentions à la couronne espagnole de l'époux de la sœur d'Isabelle, le duc de Montpensier, le cinquième fils de Louis-Philippe. Le 12 mars 1870, les ducs s'étant affrontés les armes à la main aux environs de Madrid, sur la prairie de la Dehesa de Los Carabrancheres, près d'Alcaron, Montpensier avait tué Bourbon. Le prince François-Henri inaugure bellement sa carrière. En 1872, il met son bras au service du prince Charles de Bourbon, le Charles VII des Carlistes, le futur roi de France Charles XI. Et ses talents de soldat sauveront les bérets rouges à la bataille d'Alera en 1873. Rallié au roi Alphonse XII, l'ancien lieutenant de Don Carlos est en 1875 général de brigade à Cuba, ensuite commandant d'une brigade de cavalerie. Il reçoit les épaulettes de général de division en 1891. L'irréfléchi oui de Charles XI aux consignes du pape sera la genèse de l'indigne évolution de François-Henri. Le roi, ajustant ses actes à sa pensée, censurera une allocution fracasse qu'à la clôture d'un banquet a tonitrué son porte-parole, Henri de Valory, le 16 juillet 1892, destituera l'imprudent, alors au mépris des lois fondamentales qui ne choisissent point le maître. Valory et des légitimistes, furieux du frein qu'imposait à leurs ardeurs Charles XI, demanderont à François-Henri de Bourbon de se substituer à l'aîné. Le prince écoutera les têtes folles. L'union inférieure du duc de Séville le rend impropre au trône des catholiques. This space was downloaded via spacesdown.com. Visit to download your spaces today. Point au trône des très chrétiens. Les lois fondamentales ignorant le mariage morganatique. Et la démarche de Valory flatte son ambition contre inassouvies les faveurs d'Alphonse XII et de la régente Marie-Christine de Habsbourg-Lorraine. La candidature de François-Henri de Bourbon ne méritait pas l'honneur d'être discutée. Elle aspirait à l'être précisément parce que la discussion viendrait lui donner une apparence de sérieux. S'arrogeant aussi scandaleusement la qualité de chef de la Maison de France, titre de fumée s'il en fut, le droit monarchique ne reconnaissant qu'une Maison de France ou de Bourbon dont le chef est l'aîné capétien que celle de duc de Séville, un jour François II, un jour Henri VI. François-Henri de Bourbon rassemblera d'assez nombreux légitimistes et des farfelus, des marginaux, des amateurs de titres de pacotille, voire carrément des aigrefins et des escrocs. Des journaux imprimeront ses élucubrations. Le prince mourra le 28 mars 1942, mais le chiisme sévillan perdurera, réduit à un groupuscule ridicule jusqu'en 1955, agaçante épine au talon du légitimisme. Tout rouve multiséculaire a des branches pourries. L'arbre capétien a la sienne, la famille d'Orléans. Le prince François-Henri de Bourbon n'en fut qu'une feuille putréfiée. Le schisme sévillan est un méfait du passé. La criminelle imposture des Orléans subsiste. Famille maudite, les Orléans, à l'exception de quelques-uns d'entre eux. Jadis le duc Louis de Génovéfrin et aujourd'hui le prince Michel sont la honte de l'histoire de France. Le régent soupçonné d'avoir eu le dessein d'empoisonner Louis XV, Louis-Philippe Joseph, Philippe Égalité, assassin de Louis XVI, Louis-Philippe, tourmenteur de Charles X et pipeur du pouvoir, le duc d'Aumale, quatrième fils du roi de Juillet, sans doute captateur de l'héritage du prince de Condé depuis 1883, les 4 ducs d'Orléans, usurpateurs virtuels de la couronne, diffamateurs des rois de jure, le mystico-psychopathe pseudo-comte de Clermont, fils du pseudo-comte de Paris de 1989, agresseur de l'aîné des Bourbons, ces figures abjectes ou grotesques sont plus des monstres de Shakespeare que les enfants de Louis XIV. Je ne veux point embastarder les lys, disait Charles d'Anjou. L'héroïsme est terrible frère de Saint-Louis. L'histoire de tous les Orléans est à l'opposé de ce sentiment si français. L'immoralité des uns, l'égoïsme des autres, l'ambition qui se développe chez tous, pèsent sur la vie de chacun d'eux comme une tache originelle sur la race humaine.
À la mort d'Henri V, les Orléans eurent l'effronterie, prince à l'aplomb de Mascarille, de prétendre non point au trône de Chianly du sinistre Louis-Philippe, trône incontestablement leur, mais au trône des 10. La Maison Égalité, l'expression est de Jacques II, ultra-libéral et ultra-faisandé, syndicat d'arrivistes, para son duc du même titre qu'avorait François-Henri de Bourbon de celui de chef de la Maison de France et travestissant les lois fondamentales, dénièrent aux Bourbons aînés le droit de succéder à la couronne très chrétienne. Le climat politique facilita le tour de Juda. Le souci cure de l'Espagne jusqu'à Henri VI, les petits-fils de Philippe V, la malencontreuse adhésion de Charles XI au ralliement et le schisme sévillan, péripéties qui divisèrent les légitimismes. L'attrait qu'exercèrent les idées de Charles Maurras, penseur de génie, ignare en droit monarchique, et la pugnace action française, autant de circonstances qui furent les complices de la canaillerie des Orléans, canaillerie qu'une désinformation d'un siècle a barbouillé aux couleurs du vrai. Trois arguments l'étayent inadmissible. La renonciation à la couronne qu'a souscrite en son nom et au nom de sa souche Philippe V, la nationalité des Bourbons d'Espagne, le choix qu'aurait fait Henri V des Orléans pour lui succéder. La renonciation de Philippe V. Une féroce guerre s'était ouverte à l'accession du trône d'Outre-Pyrénées du petit-fils cadet de Louis XIV. Le 2 octobre 1700, Charles II d'Espagne avait par testament transmis le sceptre catholique à son petit-neveu Philippe, duc d'Anjou, deuxième petit-fils de Louis XIV et de sa sœur aînée Marie-Thérèse. Le droit externe invalidant le grand dauphin et le duc de Bourgogne, promis à la couronne des Lys. Dont Joseph-Frédéric de Tolède, marquis de Villafranca, n'eut point de mal à persuader le Conseil d'Espagne, dont il était membre, que l'abandon de leur droit à la succession d'Espagne qu'Anne d'Autriche, tante aînée de Charles III et femme de Louis XIII, et Marie-Thérèse avait signé en épousant les rois de France, était périmé. Les renonciations étaient bonnes et valables tant qu'elles ne sortissaient que l'effet qu'on avait eu pour objet en les exigeant et en les accordant. Que cet effet était d'empêcher, pour le repos de l'Europe, que les couronnes de France et d'Espagne ne se trouvassent réunies sur une même tête. Comme il arriverait, sans cette sage précaution, au cas qui allait tomber dans la personne du dauphin. Mais que maintenant que ce prince avait 3 fils, le second desquels pouvait être appelé à la couronne d'Espagne. Les renonciations de la reine, sa grand-mère, devenaient caduques, comme ne sortissant plus l'effet pour lequel uniquement elles avaient été faites. L'Espagne consentante, Louis XIV reçut le fabuleux legs. Le mardi 16 novembre 1700, Charles II trépassé, nous l'avons dit, le 2, il présenta en ces termes le duc d'Anjou à la cour de Versailles. « Messieurs, voilà le roi d'Espagne. » La naissance l'appelait à cette couronne. Le feu roi aussi par son testament, toute la nation l'a souhaité et me l'a demandé instamment. C'était l'ordre du ciel, je l'ai accordé. À l'intention de son petit-fils, le roi Soleil ajouta: « Soyez bon espagnol, c'est présentement votre premier devoir, mais souvenez-vous que vous êtes né français pour entretenir l'union entre les deux pays. » Et au mois de décembre, il donna des lettres patentes garantissant les droits imprescriptibles de Philippe à la succession du Capet, lettres patentes qu'enregistra le Parlement le 1er février 1701. Sitôt qu'il sut le duc d'Anjou, roi d'Espagne, l'empereur germanique Léopold Ier, fils de Marie-Anne d'Autriche, la tante cadette de Charles II, protesta. Le Habsbourg argua de la validité des abandons d'Anne et de Marie-Thérèse, requis la couronne de Madrid. Les mousquetaires impériaux vérifièrent la sécheresse de leur poudre et au mois de juin, les armées de Léopold assaillaient la France et l'Espagne en Italie. L'empereur ne sera point un long temps seul face aux Bourbons. Le 7 septembre 1701, l'Empire, l'Angleterre et la Hollande érigent la Grande Alliance de la Haye. Et le 15 mai 1702, l'Angleterre et la Hollande engagent l'offensive contre la France et l'Espagne. Les alliés de la Haye affirment ne tentent qu'à un but: procurer à l'empereur une satisfaction juste et raisonnable sur ses prétentions à la succession d'Espagne. En réalité, ils craignent qu'un jour la France et l'Espagne ne forment un royaume indifférencié, redoutent l'hégémonie maritime franco-espagnole et la reine Anne d'Angleterre est hors de question que Louis XIV aiguillonne la rébellion de son frère Jacques III, de qui elle détient le trône. L'Europe s'embrase. Le roi du Danemark et bon nombre de princes allemands appuient les coalisés.
Le Portugal, la Savoie, l'archevêque électeur de Cologne, Joseph Clément, et l'électeur de Bavière, Maximilien, s'allient à la France et à l'Espagne. Les coalisés qui dirigent des chefs prestigieux, le prince Eugène de Savoie-Carignan, John Churchill, duc de Marlborough, Antoine Essius, grand pensionnaire de Hollande, mobilisent 250 000 soldats et 300 navires. Les Capétiens n'ont qu'un effectif de 200 000 baïonnettes, de 100 vaisseaux et de 30 galères. Les 5 premiers mois de lutte seront indécis pour les Bourbons. L'électeur Maximilien prend Ulm et joint ses troupes à celles du lieutenant-général de Villars. Villars écrase le margrave de Bade à Friedlingen le 15 octobre 1702 et l'exploit lui vaudra le bâton de maréchal. Revers de la médaille, le 22 octobre, la flotte anglo-hollandaise de Sir George Rooke envoie par le fond dans la rade de Vigo une escadre de galions gorgés d'or des Amériques et les 34 hautbords français les convoyant. En 1703, année où l'empereur transfère ce qu'il souhaitait être ses droits à son fils cadet, l'archiduc Charles, en 1704, en 1705, l'étoile de Louis XIV et de Philippe V pâlira. En 1703, Villars gourme les impériaux à Austerlitz. Le 20 septembre, mais Victor Amédée II de Savoie et le Portugal, royaume qu'a économiquement lié à l'Angleterre, le traité de Methuen, changent de camp. En 1704, au mois de juin, les coalisés traversent le Danube, ravagent la Bavière. Le 13 août, à Austerlitz, les bonnets mitrés et les habits rouges culbutent les maréchaux de Marsin et de Tallard. Les Français évacuent les Allemagnes, les Anglais s'approprient Gibraltar. En 1705, au mois de mars, la Royal Navy coule la croisière Fleur-d'Elysée de la Méditerranée. Le 9 octobre, Barcelone capitule. La Catalogne, le pays de Murcie, Valence acclament l'archiduc. Ni la victoire du duc de Vendôme sur le prince Eugène à Cassano le 16 août, ni l'échec de Marlborough à Wissembourg pendant juillet ne compenseront les désastres de mars et d'octobre. 1706 mettra le comble au malheur de la France. Malheurs qui n'adouciront point les succès teutons de Villars et piémontais de Vendôme. Le 16 avril, Lord Galway, un Français huguenot renié, emporte Alcantara. Le 23 mai, Marlborough extermine les armées du maréchal de Villeroy et de l'électeur de Bavière à Ramillies. Le 20 août, à Turin, les impériaux prussiens du prince Eugène battent les drilles du duc d'Orléans, des maréchaux de la Feuillade et de Marsin. Mantoue, Modène, Casale, Chivas tombent. Les Anglais sont au mois de juin à Madrid. En 1707, la fortune gueuse inconstante tournera le dos aux coalisés. Villars vainc les impériaux à Staufen le 22 mai. Le prince Eugène et Victor Amédée ne peuvent poursuivre le siège de Toulon et le lèvent au mois d'août. Le 25 avril, le maréchal de Berwick brosse le prince à Almanza en octobre. Le duc d'Orléans subjure Lériga. Vendôme réorganise les forces militaires de Philippe V et l'archiduc Charles n'a plus que la Catalogne, l'Aragon, Valence et Grenade. Les Français aperçoivent le Capitole, ils sont à la roche tarpéienne. En 1708, l'on chuchotera qu'Orléans pactise sous le manteau avec les Anglais qu'il convoite la couronne de Philippe. Et sa victoire de Tortosa le 11 juillet a un goût de fiel. Les horizons bourboniens s'obscurcissent. Français et jacobites sont refoulés de l'Écosse qu'ils avaient envahie au mois de mars. Les ducs de Bourgogne et de Vendôme, les généraux en chef du trait chrétien dans les Flandres, se chantent pouille, leurs ordres divergent. L'été fleurit, l'orage crève le 11 juillet. Pendant négative de Tortosa à Audenarde, le prince Eugène et Marlborough déroutent Bourgogne et Vendôme. Le prince va saigner les Flandres et l'Artois, Marlborough investir Lille où commande l'héroïque maréchal de Boufflers et y entrer le 9 décembre. En 1709, les rigueurs de l'hiver, du grand hiver, fourrier de la famine et la guerre des Camisards qu'entretient la trésorerie de Londres aggravent la situation du royaume. La France est exposée en proie, il faut négocier. Si Louis XIV avait été ce roi de gloire et d'orgueil que certaines légendes ont voulu prétendre, il ne se serait pas autant préoccupé d'atténuer les malheurs de son peuple. S'il avait été ce bout de feu impérialiste de la même légende, il se serait obstiné dans la guerre jusqu'à la victoire de ses armes. Le bon vouloir du roi Soleil échouera. Les coalisés posent des règlements de paix inacceptables. Les préliminaires de la Haye du 27 avril exigent du maître des lices, entre autres stipulations draconiennes, qu'il contraigne Manu Militari Philippe V à quitter le trône d'Espagne. Les pourparlers sont rompus.
Puisqu'il faut faire la guerre, j'aime mieux la faire à mes ennemis qu'à mes enfants, s'insurge Louis XIV. Le monarque vend sa vaisselle d'or, le clergé et la noblesse du royaume leur vaisselle d'argent, et le 12 juin, le lion de Versailles écrit à ses sujets une émouvante lettre, pleine d'un ardent patriotisme, qu'intendants et gouverneurs propagent à travers le précaré. Galvanisés, les Français font corps autour de leur souverain. La guerre s'enfièvre. Les coalisés ont été fous d'acculer Louis XIV. Le 7 août, le duc de Noailles, maréchal de Caen, les tanne en Catalogne. Le 26, le comte Dubourg étripe les impériaux à Raumenstein. Mêmement, le comte d'Illon dans le Dauphiné. Le 28, donc le Dauphiné tombe. Le 2 septembre, à Gérone, Noailles réitère son branle du 7 août. Le 11, demi-vaincu à Malpaquet, le maréchal de Boufflers perd moins de gens que les impériaux du prince Eugène et que les Anglais de Marlborough. Marlborough s'en va en guerre, entonnent les Français, gouailleurs, la chanson était née. Le redressement bourbonien culminera le 10 septembre 1710 à Villa Viciosa. Là, Vendôme tue au Feldmarschall de Stauffenberg 2800 hommes, lui en capture 5600, lui grippe 22 bouches à feu et une quantité de bagages. Philippe V est définitivement roi d'Espagne. La paix s'approchait. Une mort et une bataille hâteront son mouvement. La mort de l'empereur Joseph Ier, successeur de Léopold, et la bataille de Denain. Les ambitions qu'extorisaient les États généraux de Hollande avaient assez troublé la Grande-Bretagne pour qu'au mois de janvier 1711, le gouvernement de Sa Gracieuse Majesté ait proposé à Louis XIV d'arrêter les combats. Le trépas du Germanique, le 17 avril, fortifia le pacifisme anglais. Il bouleversait les jeux internationaux. Élu au trône impérial, le frère de Léopold, l'archiduc Charles, menaçait maintenant plus l'empereur et roi d'Espagne, le fragile équilibre européen que Philippe, peut-être jamais saint de la couronne française. L'Angleterre, qui avait épuisé tant de trésors pour éviter la création d'une pareille puissance, ne pouvait plus continuer à s'imposer de tels sacrifices pour arriver justement au résultat qu'elle voulait empêcher. La suggestion des ministres de la Reine Anne, les accommodants Tories, remplaçaient à St. James les Wings Tranche-Montagne. Il servait l'intérêt de Louis XIV, ne blessait point son honneur. Et le 8 octobre 1711, les Lys et les Léopards signaient à Londres les préliminaires de paix. L'entente anti-Bourbon était fissurée. La Hollande, qu'inquiétaient les négociations de sa fraternelle alliée, négociations qui aboutissant l'affaibliraient, accepta, Mossad, l'idée d'enclouer les canons. Les belligérants soufflèrent. Ils soufflèrent et le 29 janvier 1712 se réunirent, sauf l'Empire et les États allemands en dehors de la Prusse, au congrès d'Utrecht, où 5 traités furent ratifiés le 11 avril 1713 entre la France et l'Angleterre, la Hollande, le Portugal, la Savoie, la Prusse et 3 autres entre l'Espagne et ces nations le même jour. Le 26 juin 1714 et le 6 février 1715, ces traités seront génériquement nommés traités d'Utrecht. Restait l'empereur Charles VI. Le 24 juillet 1712, les soldats des maréchaux de Villars et de Montesquieu, inférieurs en nombre à l'ennemi, s'emparèrent à la course des positions du prince Eugène à Denain. Ils éventrèrent l'armée du Savoyard, expédièrent alpatrés 10 000 bonnets mitrés, ravirent aux vaincus, débrassés de drapeaux. Des tombereaux de gargousses, de poudre, de vivres et 8 pièces d'artillerie. Le prince troussa guenilles. La Flandre était libérée. Bataille décisive. Elle avait étourdi Charles VI, miné le moral des impériaux. 2 ans encore, Charles s'acharnera. Le souvenir de Denain, le taraudant, a lutté seulement épaulé de sa clientèle tudesque. Sursaut d'agonie, ses troupes houssées à Landau au mois d'août 1713, houssées à Fribourg au mois d'octobre. Il paraphera le traité de paix à Rastatt le 6 mars 1714 et celui de Baden le 7 septembre. La guerre de succession d'Espagne avait duré 15 ans. Le traité d'Utrecht eut les conséquences de poids divers. Louis XIV perdait au profit de la Grande-Bretagne l'Acadie, Terre-Neuve, l'île de Saint-Christophe. Ses privilèges commerciaux aux Amériques espagnoles, échangés au profit de la Hollande, Furnes, Menin, Ypres, Tournai contre Lille, Aire, Béthune et Saint-Venant, au profit de la Savoie française, Nice, une partie du Dauphiné à l'est des Alpes, contre la vallée de Barcelonnette, au profit de la Prusse, la principauté de Neufchâtel et Valangrin contre celle d'Orange.
promettait d'ensabler le port et de ruiner les fortifications de Dunkerque. En outre, le grand roi reconnaissait reine légitime d'Angleterre Anne Stuart et surtout Philippe V abdiquait pour lui et ses descendants le droit de succéder à la couronne de France. Les préliminaires de Londres n'avaient point envisagé l'abdication du droit de succéder à la couronne de France, du roi d'Espagne et de sa souche. Leurs articles 2 mentionnaient qu'elle, Sa Majesté Louis XIV, consentira volontiers et de bonne foi qu'on prenne toutes les mesures justes et raisonnables pour empêcher que les couronnes de France et d'Espagne ne soient jamais réunies en la personne d'un même prince. Ce ne fut que le 15 mars 1712, quand le trépas du dauphin Louis, frère aîné du futur Louis XV, eut rapproché du sceptre duc capet Philippe V. Canté par la peur d'une double monarchie, l'Angleterre exigea, condition sine qua non, à la paix qu'abdique Philippe V. La France exsangue, Louis XIV et le roi d'Espagne durent s'incliner. Philippe faisant observer à son aïeul, dans une lettre du 22 avril, « Malgré l'obligation où je suis d'avoir égard aux droits naturels et incontestables que nous avons, moi et mes descendants, à la succession des deux couronnes, considérons la malheureuse situation où la France se trouve et voulant faciliter la paix de l'Europe. Je suis déterminé, en cas qu'on ne trouve pas d'autre expédient, à renoncer à la succession de la couronne de France en la manière dont vous le jugerez le plus à propos. Il y avait un autre expédient. Philippe V, accédant au trône des Lys, pouvait laisser celui des catholiques à l'un de ses enfants. L'Angleterre ne voulut point réserver cette solution, et le 5 novembre 1712, au Cortés, le roi d'Espagne renonça pour lui et ses descendants à la succession de Louis XIV, non sans souligner la contrainte qu'il endurait, l'un des principaux fondements à faire entre la couronne d'Espagne et la France et celle d'Angleterre de l'autre. Pour parvenir à la paix générale, étant d'assurer la séparation des couronnes, il y a été proposé et fait instance par l'Angleterre qu'il se fit des rénonciations réciproques pour moi et tous mes descendants à la succession de la monarchie de France. Le 11 avril 1713 était conclu le traité anglo-français d'Utrecht. Philippe V abandonnait en son nom et au nom de sa souche les droits à la couronne de France, le duc de Berry et le duc d'Orléans, dans les termes identiques, ceux à la couronne d'Espagne. Le 15 mars, le Parlement avait enregistré les lettres patentes de Louis XIV qui annulaient celles du 1er février 1701. La renonciation de Philippe V était invalide. La succession au trône des Lys, c'était statutaire. Cette renonciation, la renonciation d'Utrecht, a beau revêtir la forme de lettres patentes, ces lettres royales, même enregistrées au Parlement, même prises en raison de nécessités internationales, ne peuvent ainsi que tout acte issu de la volonté législatrice du monarque, parce que de valeur juridique, moindre, déroger aux lois fondamentales, constitutive d'un ordre juridique supérieur. C'est là le critère des constitutions rigides qu'un texte législatif ordinaire ne peut ni battre en brèche ni frapper de préemption. Sans doute, Philippe V n'était-il l'héritier légitime qu'en tant que collatéral, mais la couronne ne l'en considérait pas moins comme un successeur direct, le primogenitus en puissance. L'obliger à renoncer équivalait à l'exhérédation du fils aîné du roi. L'année 1577, le légiste Jean du Tillet avait écrit « En France, le roi ne peut oser à son fils ou plus prochain la couronne s'il ne lui ôte la vie, encore lui mort, elle viendrait à ses descendants mâles s'il en a. » Et c'est d'un antique usage chez les peuples chrétiens qu'ayant quelquefois vocation à transformer une loi inférieure d'un pays, un traité n'en a point à transformer les lois constitutives d'un État. La France fut loyale. M. Colbert de Torcy manda le 22 mars 1712 au futur lord Bolingbroke un long mémoire où il expliquait au ministre de la reine, Anne, que la renonciation qu'imposait le gouvernement de Saint-James était viciée. Doug Bornet, l'anglais, lui répondit « Nous voulons bien croire que vous êtes persuadé en France que Dieu seul peut abolir la loi sur laquelle le droit de votre succession est fondé, mais vous nous permettrez d'être persuadés dans la Grande-Bretagne qu'un prince peut se départir de son droit par une cession volontaire. À la Chambre des Lords, l'opposition de Sa Gracieuse Majesté remarquera plus judicieuse. La renonciation de Philippe V est nulle. Elle n'oblige pas ses enfants. Leur droit de naissance est inviolable selon la constitution fondamentale du Royaume de France. Personne en France ne s'y croira obligé. Les pairs d'outre-Manche raisonnaient sainement.
Les plus hauts des seigneurs et dames du Pré-Carré, la duchesse douairière de Bourbon, le duc du Maine, le maréchal de Villars, refuseront leur caution à la clause d'abdication du traité d'Utrecht. Le duc de Bourbon la dénoncera devant 2 notaires au Châtelet. Le chancelier de Pontchartrain, le procureur général d'Arguesso s'interdiront d'assister à l'enregistrement du 15 mars, montrant ainsi combien ils répugnaient à couvrir un acte anticonstitutionnel. Et lors de cet enregistrement, le président Jean-Antoine de Metz indiqua face aux ambassadeurs étrangers qu'il avait cru que le devoir de sa charge l'obligeait de prendre la liberté de représenter à Sa Majesté qu'une telle renonciation était absolument opposée aux lois fondamentales de l'État qui, depuis tant de siècles, règle si heureusement l'ordre de succession à la couronne. Que le roi, lui, avait fait l'honneur de lui répondre que personne n'avait mieux senti que lui tout ce que l'on pouvait dire et penser de ce sujet, qu'il avait assez fait connaître en ne consentant à la renonciation qu'après avoir inutilement tenté toutes les autres voies de parvenir à la paix. La caducité de la renonciation d'Utrecht démontrée, nous préciserons néanmoins qu'uniquement les lettres patentes de 1701 furent closes, donc exécutoire, qu'un engagement pris par force est annulé ipso facto, que le cardinal Fleury, ministre de Louis XV, vit toujours en l'ancien duc d'Anjou le successeur obligé des listes si son maître disparaissait sans enfant mâle, que Philippe V, pour qui le traité d'Utrecht n'était qu'un torche-cul. En 1724 et 1725, en 1728, organisa son retour en France, Louis XV étant aux portes de la mort et n'ayant point de dauphin, que les monarques galliques octroyaient le collier du Saint-Esprit aux enfants d'Espagne, de cette façon proclamée successible à la couronne française. Que l'Assemblée constituante guère tendre à la tradition royale édicta nonobstant l'obstruction des représentants Sillery et Arnoux, créatures de Philippe d'Orléans, qui n'étaient rien préjugés dans la race actuellement régnante sur les faits des rénonciations. Qu'un pacte de paix est rompu à l'instant qu'une nouvelle guerre éclate entre ses contractants, aucune action de ceux-ci faut à ces termes. Or, la France a été successivement et à diverses reprises en lutte avec l'Angleterre, le Portugal, la Hollande, la Prusse et l'Autriche. Des traités ont à chaque fois mis fin aux hostilités. Ils n'ont point reproduit la stipulation faite à Utrecht au sujet des renonciations. Quant à la Savoie, elle est devenue territoire français et le traité d'Utrecht, qui après avoir stipulé la restitution à l'Angleterre des territoires de la baie d'Hudson, portait qu'une délimitation de frontières serait faite entre les parties restituées et les possessions de la Compagnie de Québec, qui ajoutait dans son article 15 « Les sujets de la Grande-Bretagne se comporteront pacifiquement envers les Américains amis au sujet de la France, n'épargna point au Canada la domination godonne. Dunkerque ne fut pas mutilée. » La cause entendue, l'abdication de Philippe V, pour lui et ses descendants, étant nulle et non avenue. D'ailleurs, les Orléans insistent peu, à présent, sur la rénonciation d'Utrecht. Arroseurs arrosés, les artificieux se sont aperçus que le droit avait eu autrefois un champion qu'il aurait difficile de dédaigner. Louis-Philippe lui-même. En effet, le roi des barricades, ayant marié le 10 octobre 1846 son fils, le duc de Montpensier, à la sœur de la reine Isabelle II, l'infante Marie-Louise, Albion ne manqua point de signaler qu'au terme du traité d'Utrecht, l'extaras des époux princiers serait impropre à la succession d'Espagne, et le gredin des Tuileries, attentif à l'avenir de ses petits-enfants, pria un jurisconsulte, M. Charles Giraud, d'établir l'invalidation des abandons de 1713. M. Giraud travailla bien. L'ouvrage qui est publié en 1845, le traité d'Utrecht, réfuta implacablement les renonciations du duc d'Orléans et de Philippe V. La nationalité des Bourbons d'Espagne. L'argument selon lequel les princes de la tige de Philippe V n'ont point d'aptitude au trône des lys, parce que espagnols et une argutie au mieux d'ignorants, au pire d'escamoteurs, les ignorants sont de braves gens qu'abusent les Orléans. Maurassien, d'Action française, les néo-orléanistes exècrent l'orléanisme historique, méprisent la maison égalité, s'estiment légitimistes. Les Bernais doivent être pleins et convaincus qu'ils sorinent une monumentale et criminelle ineptie. Les escamoteurs sont les tenants de l'orléanisme, purs idéologues libéraux. Ils œuvrèrent longtemps à l'instauration d'une monarchie
capitalo-bourgeoise, singée de la monarchie de Louis-Philippe, et depuis 1940, politicien de briques et de broc, cabale a hissé Henri d'Orléans, soi-disant comte de Paris, aux commandes d'un État affairo-socialisant. Les comtes de Paristis doivent être honnis et cloués au pilori. Ne nous adressons qu'aux ignorants. La vice de périgénité, la règle suppose qui rérirait de l'ordre successoral le susceptible appartenant à une nation étrangère et inconnu des lois fondamentales, et le traité d'Utrecht sous-entendit la chose. Si Philippe V, devenant espagnol, avait perdu ses droits à la couronne, pourquoi eût-il fallu qu'il y renonçât? La coutume du Saint-Royaume ne répute prince étranger que les princes étrangers au sang de France. Les princes qui ex sanguinis regio non sum pognati, elle exige le jus sanguinis, point le jus solis, ce qui est créé véritablement, sinon légalement, la nationalité. Ce n'est pas seulement le lieu où l'on a vu le jour, c'est avant tout l'origine et la filiation, le sang. Le roi nécessaire, qu'il soit natif de Chine, de Bessarabie ou d'Espagne, est l'aîné de la maison de France ou de Bourbon, point barre. Introduire la notion de nationalité et de nationalitarisme dans les lois fondamentales est anachronique, et l'histoire en administre la preuve aveuglante qu'Henri IV, prince étranger, fils des monarques de Navarre, royaume étranger, jusqu'à l'édit du 15 juin 1620, qui l'unit à la fleur de lys, coiffa la couronne duc Capet. Son père, Antoine de Bourbon, l'époux de Jeanne d'Albret, jouissait de la nationalité française, rétorquant les orléanistes néo et contre Paristis, mêlant leurs voix faux. La loi d'Ancien Régime énonçait qu'un établissement en pays étranger, sans esprit de retour, faisait perdre la qualité française, et que si le mariage que le Français contracte en pays étranger ne peut que faire naître des soupçons, il ne serait pas permis de douter de son dessein de s'expatrier à jamais s'il avait établi le centre de sa fortune en pays étranger, et s'il s'était pourvu de quelque office ou bénéfice. Premier roi de Navarre, par son alliance avec la reine Jeanne, Antoine de Bourbon n'avait-il point établi le cintre de sa fortune à Pau, et ne s'y était-il point pourvu de quelque office ou bénéfice? Discussion oiseuse. Ce qui fait la nationalité, c'est la race. Ce qui fait la race, c'est le sang. La race est perpétuée seulement par la filiation, le territoire n'y est pour rien. Henri IV, Henri III de Navarre était étranger à la seconde génération, avait combattu les troupes françaises, mais ses veines charriaient le sang de France, et il fut l'indiscutable roi des lys, ainsi que le furent de jure Jean III, Charles XI, Jacques Ier, Charles XII, Alphonse Ier, Henri VI, Alphonse II, et que l'est Louis XX, le fils du feu duc d'Anjou et de Cadix. On n'a point mis jusqu'à présent dans la bouche de nos rois cette maxime qui suppose qu'un prince est incapable de succéder à une couronne à laquelle la voix de la nature l'appelle parce qu'il est né ou qu'il demeure dans un pays étranger. En revanche, répétons-le, une maxime qui supposerait incapable de succéder à une couronne, un prince régicide ou d'une génération régicide, ne peut être qu'un atout logique à la loi de dévolution. Les lois fondamentales éclosent, et l'événement, au terme de pratiques immémoriales, qu'ont forgé une série de grands principes, dont elles sont les transpositions institutionnelles. Le précédent est leur révélateur. Un prince régicide ou d'une génération régicide n'avait jamais brigué le sceptre. Conséquemment, la règle de régicide ne s'était pas dévoilée. Le cas des Orléans, tige de Philippe Égalité, crée une situation inédite que sanctionne l'un des grands principes de l'Occident chrétien, est un précédent. L'assassin est exhérédé de l'Oirie et de la succession de l'assassiné. L'édit du Parlement de 1457 élimina de l'ordre successoral le duc d'Alençon pour crime de régicide. Cette situation produit automatiquement la règle de régicide. Il n'y a point de vice de pérégrinité, il y a un vice de régicide encore informulé. Le vice de pérégrinité, turlutaine, qu'ont fabriqué les Orléans et les folliculaires à leurs bottes, ne se rattachant ni de près ni de loin aux lois fondamentales, n'intervenant point dans l'obligation du roi, nous devrions finir là ce paragraphe. Toutefois, nous voudrions de taire un fait.
insignifiant aux yeux des légitimistes, essentiel à ceux des néo-orléanistes. Alphonse XII, Monseigneur le duc d'Anjou et de Cadix, déjà français en application, fils de française de l'ordonnance du 19 octobre 1945, était possesseur d'une carte d'identité française, pièce qu'il daigna nous montrer. Feu le chef de la Maison de France ou de Bourbon était officiellement, administrativement, disons-nous, français. Dorénavant, qui aurait l'impudique hardiesse de nier que son fils, le nouveau chef de la Maison de France, ou de Bourbon, le prince Louis-Alphonse Louis XX, de droit, est né d'un père français. Français qui, on le devine, les contres de Paristis. D'une plume brenneuse, un chenille scribouillard, journaleux et historien de bazar, a osé attribuer à la carte d'identité du prince défunt une origine incertaine. La bassesse stupéfie et justifierait qu'en guise de représailles, nous en gratifassions d'analogues les Orléans. Nous pourrions raviver le souvenir de la déclaration de Philippe Égalité, où l'infâme se targuait d'être né des étreintes de sa mère et du voiturin le franc. Nous pourrions colporter les chuchottis faisant de Louis-Philippe le rejeton du guichetier Chiappini et du comte de Paris, actuel celui d'un gentilhomme, monsieur de Bellamy des années 1900. Nous pourrions, nous y répugnons, et nous n'enregistrons qu'avec une ironie égayée qu'au club des Jacobins, le 14 septembre 1792, et à la Convention, le 7 décembre, Égalité abandonna son lointain droit à la couronne. La vue des trans, devant le renforcement du légitimisme, le pseudo-comte de Paris, valet de De Gaulle, pot-de-coton de Mitterrand et peloteur d'Harlem Désir, louche manœuvrier qu'aurait éclaboussé à l'opinion de quelques-uns le sang d'un animal, la vue de trans qui, devant le renforcement du légitimisme, le pseudo-comte de Paris, son héritier, l'ineffable prince Henri et sa cour fantoche suffit à venger les injures de la maison Égalité. Ces trans engendrent périodiquement des initiatives d'un singulier bouffon. Nous verrons en exemple la dernière balourdise du prince Henri d'Orléans au gré sénile de son père, tantôt comte de Clermont, tantôt comte de Mortain. Un jour de lune noire, Henri d'Orléans, privé de ses droits au trône par le comte de Paris le 31 octobre 1984, et un brin lunatique. Résolu d'une action qu'il fut suprêmement fine, l'innocent qu'assistait saisi d'une étrange toquade, le prince Ferdinand des Deux Siciles et le prince Sixte-Henri de Bourbon-Parme demanda aux tribunaux de Marianne d'interdire à l'aîné des Capétiens l'usage du titre de duc d'Anjou et des armes de France. Le Bétasson ne doutait point de Ténis. Il prévoyait que le verdict estoquerait le légitimisme et nimberait sa piètre personne de l'auréole d'un dauphin champion de la loi coutumière qu'un despote familial bribe insupportablement. De très farces interviews du marmiteux prince timbrèrent la drôlerie. Les légitimistes ont existé de tout temps, dogmatisa l'évanescent mégalomanes. Déjà, ils ont essayé de maintenir les Carolingiens pour empêcher Henri IV de monter sur le trône. L'extrême droite en France nie le changement, le progrès. Elle essaye de s'accrocher à des princes étrangers pour conserver ce qu'elle appelle la tradition. Nous essayons de précéder le mouvement. Quant au feu duc d'Anjou, il ne consentit point à paraître au débat où Maître Foyer le représenta et son secrétariat diffusa un communiqué altier qui spécifiait que cette querelle vieille de plus de 2 siècles ne saurait remettre en cause l'évidence biologique et dynastique par laquelle, seul aujourd'hui, Monseigneur le duc d'Anjou est le chef de la maison de Bourbon et l'aîné des Capétiens. La Commedia dell'arte s'acheva de la façon attendue. Le 21 décembre 1988, le tribunal de grande instance de Paris arrêtait qu'Henri Orléans était irrecevable et le renvoyait à des études d'histoire de France et de droit monarchique trop tôt interrompues. Adieu, veaux, vaches, cochons, couvées, élimination du légitimiste et apothéose d'aide finale. Le choix qu'aurait fait Henri V des Orléans pour lui succéder. Le choix d'Henri V eût-il été opéré, qui lui était vain, l'heureuse impuissance, mais le choix ne fut point. Le mensonge inlassablement bourdonné depuis la tentative de fusion n'est qu'une nuée de la propagande orléaniste fétide, brouillard, que balaye Clio.
les stipendiés des Orléans manigancèrent l'armusoir à partir de la rencontre le 7 juillet 1883 d'Henri V et des fils de Louis-Philippe. Et d'une phrase affectueuse du roi, ce 7 juillet, le comte de Chambord embrassa les princes cadets, nul n'en disconvient. Le baiser fut-il l'énoncé d'un droit, thème des héritiers du trône tricolore et de leur agent? Nenni, les fripons extrapolent. Henri V a expliqué la raison de l'entrevue estivale. J'ai voulu les voir, les Orléans, pour montrer au monde entier que si Dieu me rappelle à lui, je n'aurai rien conservé sur le cœur contre eux. De même déclarant, les Orléans sont mes enfants. Le comte de Chambord n'institua-t-il pas plus successeurs ses cousins qu'en les accueillant à Fosdorf, le roi exaltait, là, le soupir nostalgique d'un monsieur âgé qui eût aimé vivre au quai d'une famille unie, rien d'autre. Les Orléans sont mes enfants, n'est point la traduction que les Orléans sont mes successeurs. Louis XVIII appelait mon enfant Decazes, et le ministre ne songea au sceptre à aucun moment. Henri V n'eut pas de successeur des lys, les Orléans, interdit de les considérer tels, signifia sans ostentation. Chef de maison, scrupuleux, craignant toujours à attiser les antagonismes bourboniens, qu'après sa mort, le roi légitime serait l'aîné de la souche de Philippe V. Témoignèrent de ces vérités Monseigneur Amédée Curé, le révérend Père Bolle, de la Compagnie de Jésus, les aumôniers du roi, les intimes de celui-ci, Monseigneur Pie, le général Henri de Castellino, le philosophe Antoine Blanc de Saint-Bonnet, le juriste Jean-Baptiste Victor Coquille, messieurs Dubourg, secrétaire des commandements, Huet du Pavillon, qui fut l'exécuteur testamentaire du banni, d'Andigné de Corail et de la vieille ville, de Morigny, de Chevigné, de Castelnau-Montfort, fils du général. Monseigneur Curé rapportera, non, Henri V ne les reconnaissait pas, les droits des Orléans, il ne les avait jamais reconnus et avait défendu à ses partisans de les affirmer publiquement. Il est constant que jamais M. le comte de Chambord n'a voulu faire une reconnaissance des droits de M. le comte de Paris. Jamais, pendant la fusion, il n'y eut un mot qui ait été interprété dans ce sens, quoique les orléanistes l'aient toujours mis en avant. Au moment où M. le comte de Chambord, avant de mourir, a ouvert les bras à M. le comte de Paris, il a été stipulé que les principes resteraient toujours intacts. Le révérend Père Bolle confirmera l'assertion du prélat. Le roi Henri V m'avait chargé de donner des leçons au comte de Bardi, lorsqu'il fut question du traité d'Utrecht. Je disais un jour, en la présence du roi, que les princes d'Anjou ne pouvaient régner en France. Le roi intervint et me dit « Je regrette, Père Bolle, mais je ne puis admettre une si fausse interprétation. Vous induisez ce jeune prince en erreur. » Et le saint homme avouera « Je suis aujourd'hui pleinement convaincu du droit des Bourbons d'Espagne et je dois cette croyance au roi qui a combattu mes erreurs et éclaira ma foi chrétienne. » Les interventions et les commentaires d'Henri V abondent qui récusent la légende du choix. Informé qu'à un banquet, M. Tristan Lambert, son délégué en France, avec M. de Baudry-Dasson, avait porté un toast au roi Henri V et au dauphin, le comte de Paris. Le comte de Chambord blâma la seconde proposition de la santé. A contrario, il ne s'est point formalisé du manifeste où le prince Charles, fils du futur Jean III et futur Charles XI, avait parlé le 3 octobre 1868 en tant que deuxième successible. À la lecture des écrits du premier, comte de Paris, Henri V grommela. C'est aussi mauvais au point de vue politique qu'au point de vue religieux, et à diverses époques bizarres, façon d'introniser successeurs ses cousins. Le roi dit catégorique « Je ne veux pas que mon cercueil serve de marchepied aux Orléans. » Quelle douleur j'éprouverais si je pouvais penser un instant que vous, ces familiers, dussiez servir les Orléans. Si vous aviez à les subir, ils ne savent donc pas que je n'ai pas le droit de me choisir un successeur. Il existe en France une loi d'hérédité. On devra l'appliquer à ma mort. Les faits sont têtus, enseignait Charles Maurras. Les faits sont têtus et la légitimité ne s'acquiert point à la braderie. Les Orléans sont de petits cadets, des benjamins. En 1989, le duc Henri d'Orléans, pseudo-comte de Paris, occupe la 61e place dans l'ordre successoral et Monseigneur le prince Louis-Alphonse de Bourbon, la première. Tout est dit. Eh ben, je vous remercie pour cette histoire de France, 4e partie, sur justement les usurpateurs au trône. La semaine prochaine, ça sera Demain le roi.
Le roi Louis XIV a dit à son petit-fils Philippe V, lors de son accession au trône d'Espagne: « Soyez bon espagnol, c'est présentement votre premier devoir. Mais n'oubliez jamais que vous êtes français. » Le comte de Chambord décédera sans descendance. Ce qui implique que la légitimité change de branche. Il réfutera lui-même la lignée des Orléans comme légitime. Jean d'Orléans est 73e dans l'ordre de succession comme le veut la loi salique. Le traité d'Utrecht stipule que le roi d'Espagne ne peut prétendre à la double couronne, celle d'Espagne et de France. Juan Carlos, la branche cadette, montera sur le trône, par la volonté du général Franco, lors de la restauration de la monarchie, laissant la France entre les mains du vrai roi légitime. Louis XX.